Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et d'histo. S'il y a bien une œuvre qui a marqué ma vie à jamais, c'est sans aucun doute Le Seigneur des Anneaux. Cette œuvre m'aura marqué à un point où c'est en partie grâce à elle que je fais des AMHE aujourd'hui. Car oui, comme beaucoup qui s'y sont mis, on a tous rêvé d'être aussi badass qu'Aragorn. Mais il suffit de faire 2-3 entraînements pour se rendre compte que c'est pas vraiment possible. Ouais, Vigo, il est trop fort. J'avais déjà parlé il y a fort longtemps, l'époque où je faisais des vidéos pas ouf, de la manière dont les arts martiaux avaient été conçus pour la trilogie. Mais maintenant, aujourd'hui, on va analyser les combats de la trilogie. Mais malheureusement, je pourrais pas tout faire, parce que ça se fout quand même sur la gueule un sacré paquet de fois. Donc peut-être que je ferai un épisode 2. Mais bon, faut que j'arrête de promettre des épisodes 2, parce que vous attendez toujours celui sur Miyamoto Musashi, et j'ai toujours pas fait. Globalement, les scènes de combat dans Le Seigneur des Anneaux sont une réelle réussite cinématographique. Le tout a été chorégraphié en partie par Bob Anderson, un maître d'armes et chorégraphe qui avait notamment bossé sur la trilogie Star Wars. Et bien qu'on y retrouve énormément de choses qui ne sont pas réalistes dans les combats, mais ça on va y venir, il disait lui-même quand on lui faisait la réflexion « Hey, c'est un film, pas la réalité !» Je sais pas s'il le disait sur ce ton-là, mais celui qui le raconte prend ce ton-là, donc... Et en soi, il a totalement raison. On ne peut pas, et encore plus dans une œuvre de fantasy, être à 100% cohérent avec la réalité. Il y a évidemment un équilibre à trouver entre le divertissement et la cohérence des combats. On en a déjà parlé longuement sur cette émission, mais je fais un rappel parce que on n'arrête pas encore de me le dire en commentaire, et certains n'ont pas compris. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo d'Histoire appliquée où il analyse Vinland Saga. Il parle beaucoup de cet équilibre à trouver entre le réalisme et le divertissement dans une œuvre. Dans cette analyse, ce que je vais faire, c'est à chaque fois prendre une scène en particulier de chaque film de la saga. Et nous allons direct commencer par la fin de la Communauté de l'Anneau, la bataille d'Amon Hen. Là par exemple, ce début de scène n'a absolument aucun sens, et même le meilleur des guerriers mourrait en quelques secondes. Il suffit que 5 ou 6 Uruk chargent le bouclier en avant, et Aragorn on n'en parle plus. Pour survivre seul face à un nombre assez important d'ennemis en face, la seule solution que je vois, c'est d'abord d'avoir une armure complète, et pourquoi pas être armé d'une montante par exemple. Et là, ce n'est absolument pas le cas d'Aragorn. Mais bordel, qu'est-ce que c'est classe, toute la puissance évocatrice de cette scène, jusqu'où Aragorn est prêt à aller pour sauver Frodon. C'est beau. Bon, après, ils ont l'intelligence de pas trop faire durer la scène, et Aragorn se met très vite dans un coin où les Uruk n'ont plus l'avantage du nombre. Ce qui permet de justifier qu'ils puissent survivre. Et puis ajouter à ça le fait qu'Aragorn n'est pas du tout la priorité des Urukai, parce que il cherche à capturer les hobbits, on peut donc dire que la cohérence est en partie sauvée dans cette scène. Je trouve aussi qu'il y a un certain effort sur les zones touchées par les coups d'épée dans cette bataille. Les Uruk ont certes quelques pièces d'armure comme le casque et un plastron, mais Aragorn frappe assez souvent dans des endroits moins protégés pour les coups de taille. Genre les jambes des Uruk qui sont complètement découvertes parce qu'ils se trimballent en jupe. Ou alors, il part sur des gros coups avec la garde dans la tête, ce qui est pas plus con. J'avoue que même avec un casque, se prendre un gros coup de garde comme ça, je pense que ça sèche un petit peu. Même l'estoc ici est plutôt bien placé, car on voit que ça traverse la gorge de l'Uruk qui est aussi découverte. Et en vrai, franchement c'est pas mal, mais bon, ce qui est dommage, c'est que pendant tout le reste de la trilogie, les armures, elles servent plus à rien. Pour Gimli, qui arrive plus tard dans la scène, faut avouer qu'il met des coups de hache un petit peu où il veut. Mais vu la taille de son fer et le fait que les nains sont physiquement bien plus forts que des hommes, c'est pas étonnant que le moindre coup, même sur une pièce d'armure, met hors de combat les Urukai. Parce que oui, vu que c'est un univers de fantasy, je m'adapte un petit peu, parce qu'on me l'avait reproché dans mon analyse de The Witcher. Voilà, j'espère que cette fois ça vous ira. Par contre avec Legolas, j'avoue que c'est quand même peut-être abusé. Il pourrait se battre avec un flingue, ça serait pareil. Il envoie des vrais missiles avec son arc. Mais pareil, je ne sais pas à quel point un arc elfique peut délivrer de la puissance par rapport à un arc humain. Puis les pointes de cette flèche doivent être dans un métal elfique complètement abusé. Voilà. Certainement que dans l'univers c'est justifié. Si d'ailleurs il y a des grands connaisseurs de l'univers du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me le dire. Le seul truc un peu trop improbable, c'est quand il fait un estoc avec sa flèche et tire ensuite. Bon, il y a quand même de fortes chances pour que la flèche se casse si vous essayez de faire ça. Déjà qu'avec une dague, tu ne pénètres absolument pas un crâne en faisant juste ce geste, avec une flèche, ça me paraît quand même abusé. Bon après, vu que c'est un elfe, il vise sûrement pile dans l'œil de l'Uruk. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, ça peut rentrer comme dans du beurre. Puis après tout, c'est Legolas, il est forcément ultra précis dans les gestes qu'il fait. Bon, par contre, sur cette scène, il y a des mouvements d'Uruk que je ne pige absolument pas. Lui, par exemple, là, il va où? C'est quoi son projet?
En plus, il se pète la gueule tout seul avant que Legolas ne le tue. Et pareil, les Uruk qui attaquent Boromir quand il est déjà blessé, ils se pètent tous la gueule avant que Boromir ne donne ses coups. Genre lui là, il était déjà à terre avant qu'il se passe quoi que ce soit, et lui, tu sais pas ce qui lui arrive, il se prend les pieds dans un cadavre. C'est parce qu'ils ont que 2 semaines d'existence qu'ils ont des soucis d'équilibre comme ça, ou ça se passe comment? D'ailleurs, il y en a un qui est bien fourbe et qu'en fait n'est absolument pas mort. Il fait complètement semblant, mais il se trahit parce qu'il se prend un énorme taquet d'Aragorn quand il lui passe par-dessus. Regardez là ce marsouin comment il lève le nez en mode « Putain, c'est le moment de me barrer !» Ça doit sûrement être celui-là parce qu'on voit clairement qu'il ne se prend pas le coup de garde dans la gueule, il réagit avant. Bon pareil, Boromir il a une botte secrète qui marche quasiment à chaque fois parce qu'il le fait tout le long de son combat. Coup de taille, décalage du bouclier, puis coup de taille dans le torse. Bon je dis pas qu'une fois ça peut pas marcher, mais là il le fait 4 fois. Puis je sais pas, en termes de chorégraphie, ils auraient pu faire des trucs un peu plus diversifiés pour le combat ultime de Boromir, c'est quand même un passage assez important du film. Et en fait si on regarde bien, et quasiment tout le long de son combat, il fait tout le temps la même chose. Alors c'est peut-être parce que l'acteur était pas assez doué pour faire d'autres trucs, j'en sais rien. Mais enfin ça m'étonnerait quand même. Personnellement, j'adore le combat contre Lurtz. Il est ultra sale et violent, la moitié du combat c'est du pugilat bien bourrin, non mais regardez comment Aragorn prend tarif, c'est grisant. La chorégraphie elle est finalement assez simple, mais elle a d'excellentes idées. Comme le jet de bouclier sur la tête d'Aragorn. Moi ce genre de move ça relève vraiment du génie en termes de mise en scène. C'est totalement improbable, ça on est bien d'accord, mais en termes de tension, de ce que ça apporte dans le combat, moi je trouve ça vraiment génial. Puis quand Aragorn s'énerve et l'assène de coups, que le Rook n'arrive plus à suivre, c'est incroyable, même si encore une fois, c'est très simple ce qu'ils font, c'est juste coup de taille, coup de taille, coup de taille, mais ça marche parce que c'est bien filmé et la tension est là. Alors là, oui, il y a un armement improbablement long de Lurtz sur ce coup, mais bon, dans ce cas de figure, je trouve que c'est moins gênant. Aragorn est à terre, Lurtz pense qu'il a certainement gagné. Puis bon, un Uruk, ça reste quand même sacrément con, faut dire ce qui est, donc bon, ça passe. Bref, ce combat je l'adore, il est court, il est bien rythmé, il est ultra violent. C'est typiquement le genre de duel que j'adore dans un film parce que les personnages font pas des trucs incroyables, sautent dans tous les sens avec des moves de ouf. C'est un vrai combat où les deux en chient de ouf. Et moi j'adore ce genre de combat. Je trouve plus mes mots, c'est terrible. Passons au 2 tours et à la bataille du gouffre de Helm, évidemment. Lors de la bataille du gouffre de Helm, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Bon pareil, cinématographiquement, cette bataille elle est incroyable, c'est certainement une des batailles les mieux réussies de l'histoire du cinéma. Il y a des rebondissements tout le temps, on se demande quel personnage va mourir à chaque combat. Et R.I.P. Aldir, petit ange parti trop tôt. Déjà, ce que j'apprécie particulièrement, et qui est dit par Legolas en plus, c'est que pas mal de flèches qui sont létales finissent souvent dans les failles des armures Uruk. Et ça, c'est fortement appréciable dans un film de fantasy, et dans un film en général d'ailleurs. Bon, il y a ici où c'est clairement dans le torse, mais en soi, on ne connaît pas l'épaisseur et la qualité des armures Uruk. Parce que bon, l'armée, elle a été faite un petit peu à la va-vite. Puis bon, je pense que les orques, c'est pas non plus les meilleurs forgerons de la Terre. Pareil, si il y a des experts du Seigneur des Anneaux qui peuvent m'aiguiller là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est sûr que globalement, dans un cadre réaliste, même si une volée de flèches, ça fout un bordel monstrueux dans les rangs, les armures protègent quand même globalement pas mal des traits. Si vous voulez qu'une flèche ait une chance de traverser une armure comme ça, il faut que la distance de tir soit assez courte et avoir un arc quand même bien puissant type longbow. Et que la flèche arrive dans un angle absolument parfait pour pouvoir pénétrer l'armure. Pas pour rien que les armures sont généralement un petit peu bombées sur le devant. C'est pour éviter, entre autres bien sûr, parce qu'il y a plein de raisons, que les flèches n'arrivent plein buffet sur l'armure et une chance de glisser à l'impact. Par contre dans cette scène, les elfes qui se suicident, ça m'a toujours fait marrer. Ah non mais je vous assure qu'ils se suicident, parce que quand tu te prends un carreau d'arbalète, tu tombes en arrière comme eux là. Clairement lui il est monté sur la muraille et s'est jeté sans aucune raison dans les Uruk. J'en ai marre de l'immortalité! Bon, une fois les Uruk sur le mur, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Les personnages frappent globalement là où il n'y a pas d'armure, quand il y a un doute, l'impact se fait hors champ comme ça, on n'est pas emmerdé. Aragorn nous sort de très belles parades, bon, Gimli fait n'importe quoi par contre, mais ça permet de mettre un peu d'humour dans la bataille. Genre ici par exemple. Meilleure vanne du film, on est d'accord. Mais à quel moment il n'y a pas un Uruk qui le chope par le pied pour le faire tomber du mur? Bon là, le fait qu'il lui tranche net la jambe, c'est un petit peu abusé. Mais bon, admettons, peut-être que les Urukai, ils ont pas mangé assez de yaourt. On retiendra évidemment la phase de skateboard de Legolas, qui permet un moment héroïque complètement improbable. Mais bon, on va pas se plaindre, ils lui ont fait faire pire par la suite. Puis là, il y a la charge relativement stupide des elfes, où certains finissent en brochette, même si, évidemment, je comprends l'urgence de devoir aller sauver Gimli. Mais je pense vraiment que les elfes ont un côté suicidaire, et en même temps, ils sont tout le temps déprimés, donc ça me surprend pas. Et du coup, ils profitent des batailles, en fait, pour se suicider, mais sans avoir l'air... sans être jugés, en fait. Genre, ouais, je suis mort dans la bataille,
pas fait gaffe. Je me suis jeté sur la pique comme ça, ou j'ai sauté de la muraille. D'ailleurs, parlons-en des charges sur les murs de piquet. Parce que vous savez, les formations de piquet, et notamment de phalanges dans le cas des Uruk, si ça a été aussi efficace au cours de l'histoire, c'est quand même pas pour des prunes. Que oui, charger sans réfléchir une formation de piquet, ça donne effectivement ce genre de résultat. Ça pour ça, c'est plutôt réaliste. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et je peux vous dire que clairement, même si c'est plus ou moins justifié par le fait que Gandalf aveugle les Uruk, ce qui casse du coup plus ou moins la formation, charger de front comme ça une phalange avec une cavalerie, c'est pas non plus l'idée du siècle. Mais bon, ça marche parce que bon, tais-toi, c'est de la magie. Je ne mentionnerai même pas la sortie à cheval des survivants du gouffre, Bon, bah, du coup je le fais. Parce que là, normalement, ils sont tous morts, D'ailleurs, en parlant de charge de cavalerie, petite transition, et passant au 3e volet de la trilogie. Bon alors, ok, cette scène est certainement l'une des plus épiques que le cinéma nous a offert jusque-là. Je l'adore, en termes de réalisation cinématographique, elle est absolument géniale. Mais si on veut être un petit peu relou, ce qui est le but de cette émission, il y a quand même 2-3 trucs qui ne vont pas. Déjà, dans un premier temps, il est impossible qu'une cavalerie puisse charger de manière aussi compacte à cette vitesse. D'ailleurs, on le voit bien sur les plans de près où les cavaliers sont vachement espacés par rapport aux plans larges qui sont en images de synthèse. Mais le plus gros souci, c'est qu'une charge de cavalerie ne peut pas enfoncer autant une armée adverse. Même si on est d'accord que les orques cassent leur formation, là les Rohirrim avancent facilement sur 200 voire 300 mètres, limite ils traversent même l'armée, et clairement c'est impossible, d'autant que ce n'est même pas une cavalerie lourde. Historiquement, il y a 2 charges de cavalerie qu'on peut utiliser pour faire un parallèle avec ça. Et je remercie le copain sur le champ qui m'a du coup expliqué comment s'étaient passées ces 2 charges de cavalerie. Je mets le lien de sa chaîne en description, mais je pense que vous le connaissez. Le premier parallèle se fait avec la bataille d'Eylau qui a eu lieu en 1803 entre l'Empire russe et Napoléon Ier. C'est lors de cette bataille que le français Joachim Murat, accompagné par 5000 à 10 000 cavaliers en fonction des sources, donc à peu près le nombre que Théoden a pendant le film, charge de front l'armée russe. Les témoignages racontent qu'il aurait effectivement enfoncé la ligne russe, mais il se serait retrouvé au milieu de l'armée et aurait été obligé de faire demi-tour. D'ailleurs, cette action permit à Napoléon de sauver les miches de son armée, et au final d'ailleurs personne ne l'a gagné. Quoi qu'il en soit, la charge de cavalerie de l'armée de Napoléon ne décima absolument pas l'armée en face, mais elle la désorganisa bien comme il faut. En fait, des charges de cavalerie de front comme ça, c'est beaucoup moins efficace que ce que l'on pense, et il est clairement impossible que les Rohirrim puissent anéantir l'armée orque juste avec une simple charge de front. Que clairement ils anéantissent l'armée, ils se barrent tous en courant après 10 minutes de combat. Mais par contre, une charge importante de cavalerie peut avoir un impact psychologique énorme et foutre un sacré boxon dans les rangs ennemis. Pour prendre un second exemple, nous avons le cas lors du siège de Vienne par l'armée ottomane en 1683. Des milliers de cavaliers polonais décidèrent de charger l'armée ottomane, et du coup dans ce cas de figure, on est dans un siège, ce qui est exactement le même cas que dans notre film, et même si la charge a été très décisive dans la victoire polonaise, elle a surtout désorganisé et fait bouger les troupes turques, et a eu un effet beaucoup plus moral que visible. Donc pour conclure sur cette charge, elle est complètement absurde dans l'ampleur des dégâts qu'elle cause à l'armée orque, mais faut avouer, voilà, elle est quand même sacrément stylée, et ça aurait été dommage qu'on n'ait pas une scène comme ça dans ce film, on est d'accord, moi je l'enlèverais pour rien au monde, c'est bon quoi, faut rêver un petit peu. Bon par contre, la charge suivante contre les olifants, celle-là elle est complètement conne. À quel moment ils se sont dit que c'était intelligent de charger de front des éléphants de la taille d'un immeuble? Mais j'en peux plus! J'en ai marre! Pourquoi? Ce qui aurait été malin, ça aurait été de disperser les troupes et encercler les olifants pour les harceler avec des flèches. C'est d'ailleurs totalement ce qu'ils font après, sauf qu'ils ont perdu la moitié de leur cavalerie dans cette charge totalement stupide. Enfin bref. Bon, sur le reste du film, on retrouve les problèmes classiques que j'ai déjà évoqués maintes et maintes fois dans cette émission. Les armures qui ne protègent pas, les charges désorganisées et suicidaires. Par contre, un truc super drôle et qui m'a toujours fait tiquer dès le premier visionnage quand j'étais gosse, c'est ce passage avec Gandalf. Bon d'accord, il fait n'importe quoi, il fait à moitié du kung-fu, mais ça c'est pas un problème. Enfin si, c'en est un, mais c'est pas le problème que je veux évoquer. Ce qui est super drôle, c'est qu'on voit que clairement, son épée ne tue absolument pas les orques et fait juste un bonk sur eux. Mais il meurt quand même. Bon, c'est sûrement parce que Gandalf tape si fort qu'il pète les côtes et les organes des orques en dessous de l'armure. Il y aurait énormément d'autres choses à dire sur la trilogie, mais comme je vous ai dit, c'est quand même pas mal d'évidence ou des trucs que j'ai déjà dit dans les autres analyses, mais j'évite de me répéter pour que ça reste quand même intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je n'aurai pas trop embêté les amoureux du Seigneur des Anneaux, d'ailleurs j'en fais partie, donc force. Comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications quand je sors des vidéos, c'est super important en ce moment, donc merci d'avance si vous le faites.
N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je tenais aussi à dire un énorme merci à tous les gens qui me font des dons sur Utip. C'est vraiment super cool et ça aide beaucoup la chaîne. En tout cas, je vous dis à très vite, on se retrouve la prochaine fois pour une analyse de taille et d'histo.